Merci de m'avoir invité à présenter mes travaux. Donc, je vais vous présenter un peu des réflexions issues de mon travail à la fois conduit en France à partir des observations et des entretiens que j'ai faits dans plusieurs unités d'hospitalisation, dans des unités d'accueil d'urgence. Et aujourd'hui, je poursuis mes recherches dans le cadre d'un projet collectif dirigé par Cristina Ferreira en Suisse, où je suis amenée à aussi aller dans des services hospitaliers en Suisse et où on peut voir qu'au fond, on retrouve aussi les mêmes questions dans les deux pays, en fait. Alors, pour introduire mon propos, je voudrais situer la réflexion sur l'isolement et la contention dans une réflexion générale, qui est que la psychiatrie est aujourd'hui confrontée à des attentes qui ne sont pas forcément nécessairement contradictoires, mais qui sont potentiellement contradictoires. À savoir le fait qu'elle a un mandat social de contraindre dans un cadre de soins, elle est autorisée à contraindre dans un cadre de soins, et parfois même il est fait recours à la psychiatrie pour ce pouvoir de contrainte dans le soin. C'est au moment où on a besoin de la contrainte qu'on va hospitaliser la personne. Et en même temps, elle est exposée dans cet usage du pouvoir de contrainte à une accusation de violence ou d'abus. Et associé aujourd'hui à ce mandat de contrainte, on demande de plus en plus à la psychiatrie de se porter responsable, d'être garante des risques associés aux actes des personnes vivant avec des troubles psychiques et prises en charge par la psychiatrie. On lui demande de se porter garante des risques à la fois en tant que les personnes sont susceptibles de faire des actes dangereux et à la fois dans le fait qu'elles sont potentiellement vulnérables. Elle est donc confrontée à ces types d'attentes qui sont potentiellement contradictoires et qui perdurent dans le temps, donc à la fois protégée et parfois dans une certaine indétermination de savoir qui elle est censée protéger. Est-ce qu'elle doit protéger les personnes soignées ou des tiers et en même temps, actuellement, à cette nouvelle injonction qui est celle de diminuer les contraintes. Et effectivement, il est important de rester vigilant sur cet usage de la contrainte. Alors longtemps, ça a été les hospitalisations sans consentement qui ont été vraiment sous le feu d'une vigilance publique en prenant les hospitalisations comme un tout. Là, on voit que la vigilance publique s'est introduite au cœur même des pratiques qui sont faites au sein des services d'hospitalisation et sur ces mesures de contrainte intra-hospitalières avec des contrôles externes. Alors on a parlé du Comité européen de lutte contre la torture et les traitements dégradants. On a aujourd'hui les visites du contrôleur général du lieu de privation de liberté qui permet à la fois d'observer ces pratiques et puis de les comparer entre elles d'un service à un autre. Et aujourd'hui, depuis la loi de 2016, à l'introduction d'un encadrement légal, alors qu'avant, les contraintes intra-hospitalières n'étaient encadrées soit que par les règlements intérieurs, soit par des circulaires. On assiste également à une montée des attentes, alors on l'a dit ce matin, concernant les droits des personnes soignées, et peut-être davantage une attention croissante aussi à ce que les personnes peuvent dire elles-mêmes de ce qui les aide. Alors ces regards extérieurs, ils ont renouvelé la critique sur des pratiques ordinaires en psychiatrie. On voit bien comment le fait d'aborder ces pratiques à travers des accusations potentiellement graves de traitements dégradants, mais même simplement le fait de souligner qu'il s'agit de privation de liberté, ça cadre le regard différemment sur ces pratiques. Moi, quand j'ai commencé mes travaux en psychiatrie, les discours que j'entendais, c'était uniquement le fait de les cadrer dans un cadre soignant. Et à ce moment-là, l'expression qu'on n'a quasiment pas entendue aujourd'hui d'isolement thérapeutique, c'était le terme qui prévalait pour désigner la mise en chambre fermée. Alors on voit aujourd'hui que le terme est contesté, on voit que le caractère soignant est contesté. Je vais essayer de revenir dans mon propos sur cette tension, mais on voit effectivement qu'encore aujourd'hui on parle de chambre de soins intensifs et que ce terme est contesté. Donc à la fois il y a eu un mouvement pour la psychiatrie de s'inscrire de plus en plus dans le cadre du soin, tout en conservant ce mandat de contrainte. Et ce mandat de contrainte, c'est ce qui fait d'une certaine façon le caractère exceptionnel de la psychiatrie, caractère exceptionnel qu'en partie la psychiatrie revendique, ce qui lui fait parfois repousser le regard extérieur en disant « mais vous ne comprenez pas, c'est du soin psychiatrique, les troubles psychiques c'est différent, le regard extérieur ne peut pas comprendre ». Et à la fois, on voit bien comment le regard public contribue à renouveler aussi la réflexion à l'intérieur de la psychiatrie. Moi, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est le fait que la critique sur les pratiques de contrainte en psychiatrie, elle n'est pas portée que par des acteurs extérieurs, et ça, vous le savez, elle est portée également
par les soignants en psychiatrie. C'est une critique qui a été qui a duré tout le long de l'histoire de la psychiatrie. Il y a une réflexivité interne à la psychiatrie. On en a vu aujourd'hui énormément d'exemples sur les pratiques de contrainte. Et je pense que dans un moment où effectivement la psychiatrie est exposée à un certain nombre de critiques, il est important de mettre en évidence cette réflexivité et de contribuer à la développer et à nourrir un peu les échanges comme des journées aujourd'hui, pour que la critique externe elle soit utilisée comme aiguillon de la réflexivité interne et pas qu'il y ait une réaction un peu défensive professionnelle pour dire mais on fait de notre mieux à des moments où on voit bien qu'il y a des usages assez différents de la contrainte. Alors, je vais revenir donc sur les partages que font les soignants eux-mêmes entre des usages bons, acceptables, normaux, voire souhaitables de la contrainte et la manière dont ils identifient les mauvais usages de la contrainte, abusifs, critiquables, inacceptables, pour mettre en évidence cette part de réflexivité. Alors, en remarque préliminaire, et j'espère ne pas être trop longue pour ne pas avoir à trop couper ce que j'ai à vous dire dans l'ensemble, je partirai du constat qu'a souligné Betty Bramy à l'instant, qui est qu'on a affaire à des usages très hétérogènes des contraintes d'un service à un autre. Il suffit de passer d'un service à un autre, les soignants qui passent d'un service à un autre en font le constat, les internes qui font des stages successifs dans des services en font le constat. D'un service à un autre, dans certains services, on ne va pas du tout utiliser les contentions, dans d'autres, on les utilise de façon très courante. Dans certains services, il n'y a pas de chambre d'isolement, alors il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et selon les services, les mêmes pratiques jugées acceptables, normales, seront jugées totalement inacceptables et insupportables dans d'autres. Alors, j'ai indiqué la technique du foulard, ça c'est dans une thèse qui est de psychiatrie qui est assez ancienne. Marie-Noëlle Clément, qui avait travaillé sur la question de la violence en psychiatrie, racontait comment un infirmier venu en renfort dans le service d'urgence à Lyon, d'ailleurs ça se passait au Vinatier, avait utilisé une technique du foulard pour immobiliser un patient, c'est-à-dire une technique d'étranglement en fait, et quand il avait été interpellé par les collègues sur le fait que cette technique ne pouvait pas être utilisée car elle était extrêmement violente et dangereuse, il avait été très étonné parce que c'était pour lui une technique normale. Alors, il y a un partage très différent selon les services entre ce qui est acceptable et normal, mais il y a un partage aussi très différent selon les services sur ce qui est simplement possible. C'est-à-dire que pour un service qui a l'habitude d'utiliser des chambres d'isolement, il est parfois quasiment inaudible d'entendre que certains services peuvent se passer de chambres d'isolement. Et souvent, les services qui utilisent très peu la contrainte sont accusés soit d'utiliser davantage les médicaments, je vais revenir sur, soit de s'arranger pour transférer les patients compliqués à d'autres services. Ça veut dire que concrètement, c'est très difficile de penser que c'est possible de diminuer la contrainte, voire de s'en passer. Alors je vais en venir aux justifications, mais confronter les justifications à ces usages hétérogènes, ça amène aussi à considérer qu'on va trouver parfois les mêmes justifications pour des pratiques très différentes. C'est-à-dire que quand on arrive au constat que sans doute dans certaines situations, il n'est pas possible de se passer de la contrainte, que sans doute dans certaines situations, il faut immobiliser un patient, d'un service à un autre, les situations où il est nécessaire de servir de la contrainte ne sont pas les mêmes. De la même façon, le caractère contenant d'une pratique ne va pas forcément être identifié pour la même pratique d'un service à un autre. Et enfin, dans ces dernières remarques préliminaires, je fais des préliminaires qui vont être trop longs, j'espère que ça ne va pas occuper tout l'espace. La coexistence de cette très forte réflexivité, c'est-à-dire cette très forte réflexion au sein des services, des débats qu'il peut y avoir sur est-ce qu'on a eu raison d'utiliser la chambre d'isolement à tel moment, est-ce qu'elle est trop longue ou pas, cette très forte réflexivité, elle coexiste avec la possibilité toujours présente d'une banalisation de certaines pratiques, du fait de s'habituer à certaines pratiques, et c'est là où le regard extérieur peut être aussi intéressant pour pouvoir remettre en cause et re-questionner certaines pratiques. Dernier point, là on parle beaucoup, et en France on a beaucoup centré le débat sur chambre d'isolement et contention.
Moi, je pense qu'il est très important quand on réfléchit notamment éventuellement à la réduction de l'usage de la contention et de la chambre d'isolement dans un service, de resituer ces pratiques dans l'ensemble de l'économie du service. C'est-à-dire à la fois dans les autres modalités de contrainte, fermeture du service, utilisation de la tenue d'hôpital, usage des traitements avec un usage éventuellement sédatif ou tassant, mais aussi de le réinsérer dans les caractéristiques du service. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un service qui est dans un parc à l'extérieur de la ville ou est-ce qu'on a un service qui est immédiatement sur rue? Ça joue énormément parce que ça veut dire que si la personne elle sort du service et qu'il faut la rattraper éventuellement, ça fait qu'on doit faire ça sous le regard public et du coup ça incite au contraire à fermer les portes par exemple. Est-ce qu'il y a la possibilité, plutôt que d'enfermer la personne, d'aller faire un tour avec elle? Pareil, si le service il est dans un hôpital qui est directement dans la ville, c'est pas toujours possible d'aller faire un tour dehors. Alors parfois ça correspond à des choix de proximité de l'unité de rapprocher l'unité d'hospitalisation des familles par exemple. Donc il y a différents enjeux qui rentrent en compte, mais c'est important de prendre en compte l'ensemble de l'économie du service pour voir à la fois quels choix on fait dans une stratégie de soins au sein du service, et puis en faisant attention à, si on diminue tel type de contrainte, effectivement, est-ce que ça permet de faire diminuer la tension dans le service et du coup d'avoir moins de situations de tension, ou est-ce que, de façon plus discrète, la contrainte se déporte sur des formes de contraintes qui sont moins critiquées à ce moment-là? Alors, dans les différents usages de la chambre d'isolement tels que j'ai pu les observer, on en a parlé ce matin, mais on a vu que tous les usages n'allaient pas de soi et que certains usages étaient débattus. Le premier usage, quand on ferme une porte, quand on met des murs, quand on attache, c'est empêcher des gestes. Avant même qu'il y ait un usage soignant ou thérapeutique qui puisse être attribué à cette contrainte, il y a simplement le fait d'empêcher une violence contre autrui ou contre soi, éventuellement de prévenir des fugues. Et il faut voir dans quelle mesure enfermer dans une chambre d'isolement, c'est une bonne solution, par exemple, pour prévenir une fugue. Mais le premier usage, c'est empêcher des gestes. Le deuxième usage qui a été revendiqué et qui est encore revendiqué, c'est un usage soignant, alors qui permettrait un apaisement, qui permettrait une fonction contenante. Et ça, c'est un usage qui fait l'objet de très fortes, on l'a vu ce matin, de très fortes controverses en psychiatrie. Est-ce que vraiment on peut assigner un usage thérapeutique? Est-ce que ce qui apaise, c'est la chambre d'isolement, ou est-ce que c'est les traitements qui sont associés, ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui apaise? Est-ce que cet apaisement, il est réel? Et on voit bien aussi dans les témoignages des personnes qui ont vécu la chambre d'isolement que ça peut produire absolument le contraire de l'apaisement. Mais en tout cas, dans la manière dont a été rendu compte l'usage de la chambre d'isolement, moi j'ai rencontré très souvent le fait de lui attribuer une fonction contenante qui permet de rassembler un patient qui notamment est très, et je le décris, très éclaté, très dispersé. Alors distinct de cet usage-là, j'ai indiqué cadrer, poser une limite, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai rencontré à la fois dans les entretiens et dans les discours qui entouraient tel usage de la chambre d'isolement. Là on est proche de la contenance, mais on est dans un registre un petit peu différent. Cadrer, poser une limite, c'est rappeler la règle du service, rappeler le cadre de soins. On est dans une dimension quasiment plus éducative, entre guillemets. Et nous avons une limite de temps. Encore une minute, okay. 4 minutes. Ouais. 4 minutes, c'est bon, c'est large. Mais on voit bien qu'on est dans un autre registre. Punir, on sait bien que c'est interdit en psychiatrie. Alors si on regarde l'histoire de la psychiatrie et l'histoire des régulations de la chambre d'isolement, l'interdit de l'usage de la chambre d'isolement comme punition, c'est un interdit récurrent depuis le 19e siècle. Et c'est un interdit récurrent, mais vous savez bien que quand il faut rappeler un interdit, c'est parce que c'est une tentation toujours possible. On sait bien que l'usage de la chambre d'isolement suite à une transgression ou un acte violent, c'est une réponse fréquente. Il y a toujours la question de savoir est-ce que le passage à l'acte violent, il indique un risque de passage d'acte violent ultérieur ou pas, mais est-ce que du coup l'usage de la chambre d'isolement, il vient prévenir un acte ultérieur ou est-ce qu'il vient répondre à l'acte antérieur? On est toujours dans une frontière qui est parfois un peu ambiguë.
Et enfin, le dernier usage, c'est l'usage de la chambre d'isolement, où on isole une personne qui est spécialement excitée, pas forcément menaçante, éventuellement simplement excitée, mais dans un collectif de patients qu'il faut gérer, et parfois avec peu de soignants. Et là, c'est intéressant de resituer aussi la décision de contrainte vraiment dans un environnement, avec des décisions situées, où il ne s'agit pas toujours de gérer uniquement la situation de la personne de façon individuelle et de son état clinique à elle, mais aussi pour les soignants qui sont présents, de gérer un collectif de patients qui sont ensemble et dont plusieurs peuvent aller mal, dont les interactions peuvent être difficiles à gérer. Et si ce sont des décisions situées, ça invite à regarder évidemment les conditions du soin et les conditions du travail en unité, et évidemment et ça, c'est un fil rouge qui traverse la journée, et je pense qu'on ne peut que le souligner, c'est-à-dire le nombre de soignants présents dans une unité également. Je voudrais juste insister sur une chose, c'est que la justification de soins, ce n'est pas seulement une justification secondaire, comme dirait Goffman, qui vient finalement tout justifier dans l'hôpital psychiatrique, où finalement, Goffman disait, on pourrait quasiment justifier la manière dont sont pliés les draps en disant tout est thérapeutique. Ce n'est pas seulement ça, parce que cette justification de soins, c'est aussi ce qui vient éventuellement limiter l'usage de la contrainte, et par exemple qui vient justifier le fait de faire sortir quelqu'un de chambre d'isolement. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de présenter cet exemple, mais en gros, c'était dans une réunion suite à une agression d'une soignante par une patiente, et à un moment, le cadre infirmier interpelle dans cette réunion la psychiatre en lui disant la patiente est sortie trop tôt de chambre d'isolement, et la psychiatre l'interpelle en lui disant d'un point de vue clinique, moi j'estimais que la chambre d'isolement n'était plus nécessaire. Et du coup, il y avait une tension entre proportionnalité, donc quasiment un registre punitif, ce qui fait que le cadre est ensuite revenu en arrière en disant non, je ne dis pas qu'il faut la punir, le but c'est le soin, et parce que l'argument qui prévalait, l'argument le plus légitime à ce moment-là, c'était d'un point de vue clinique, la chambre d'isolement n'est plus nécessaire à ce moment-là. Alors, je vais pas revenir sur des choses qu'on a vues tout au long de la journée. Le fait que, par rapport à la question de l'usage de la contrainte, aujourd'hui se développe énormément de régulations externes, et la loi développe les contrôles, les registres qui permettent la traçabilité des actes, des contrôles externes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui se développe et ce qui se développe avec toutes les initiatives qu'on peut voir ici, qui sont les formes de régulation interne, c'est-à-dire externe, je parle par des acteurs extérieurs à la psychiatrie, et aussi celles qui peuvent se développer par les acteurs à l'intérieur de la psychiatrie. Et je pense, et ce qui est intéressant, c'est de travailler pas seulement sur des règles, où on voit bien que le respect formel des règles ne garantit pas toujours le bon usage de la contrainte, mais aussi de développer évidemment des dispositifs de réflexivité sur les situations singulières qui à la fois augmentent l'expérience des équipes, qui augmentent l'unité des équipes, et qui permettent de s'interroger sur l'usage adéquat et proportionné de la contrainte. Je conclus donc, si j'ai encore une minute. Alors, je retrouve du coup ma conclusion, je me suis laissée emporter. Je voudrais juste rappeler donc que si on a aujourd'hui un accord, on est tous d'accord sur les normes et les objectifs, à faire des soins humains, réduire la contrainte, je pense qu'il faut continuer de s'interroger sur l'hétérogénéité des pratiques et avoir des lieux de confrontation des pratiques, avoir des lieux où on peut vraiment échanger sur les conditions du soin d'un service à un autre, d'un établissement à un autre, et ce qui permet aux équipes aussi éventuellement d'importer les bonnes idées qui se passent ailleurs. Il est important que vraiment que les professions de du soin en psychiatrie se tiennent pas dans une posture défensive en disant on fait que ce qui est nécessaire, mais puissent elles-mêmes défendre leurs pratiques, mais aussi interpeller la société sur les conditions du soin. Parce que je pense que si l'objectif c'est de réduire les contraintes, on voit bien que cette injonction à réduire les contraintes, elle conduit aussi à un sentiment d'exposition accrue au risque, de la part des professionnels, mais aussi de la part de la société. Comme si on était davantage exposé aux risques liés aux troubles psychiques, et pour les professionnels, comme s'ils étaient davantage exposés au risque de voir leurs propres responsabilités mises en cause. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Le prendre en compte pourquoi ? Pour que, à la fois
que ce ne soit pas uniquement les professionnels qui soient confrontés aux attentes de la société, mais que la société soit confrontée aussi aux attentes qu'elle fait porter et qu'elle réfléchisse à la fois aux risques qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas, mais aussi aux conséquences qu'ont le fait de refuser d'accepter des risques. Sur qui porte le coût de la non-acceptation du risque? Alors d'abord sur les personnes hospitalisées en psychiatrie, parce que si on n'accepte aucun risque, on augmente la contrainte. Et puis évidemment sur les soignants en psychiatrie qui doivent assumer cet empêchement total du risque, dont on sait bien qu'il n'est pas possible, et pour laquelle ils n'ont pas les moyens de faire en sorte d'améliorer les conditions du soin. Donc voilà, je terminerai vraiment là-dessus, sur la question de sur qui on fait porter la responsabilité et quels risques on est tous collectivement prêts à accepter. Je vous remercie.